qu'il faut savoir, c'est que le régime matrimonial à l'intérieur du couple, indépendamment du contrat, ça permet de savoir comment vous répartissez la richesse que vous créez. Puisque le patrimoine, comme on le verra tout à l'heure, le patrimoine de chaque époux reste personnel tout au long du régime matrimonial. Pourquoi un contrat de mariage? Donc, comme je vous le disais à l'instant, pour savoir comment répartir la richesse créée. Dans certains cas, on met tout dans le pot commun, et dans certains cas, on ne met rien dans le pot commun. Et dans certains cas, on prend certaines précautions pour arriver à quelque chose d'intermédiaire. Voilà, et on verra tout à l'heure que le contrat de mariage peut servir à protéger le conjoint. Soit... En seconde noce. Donc, en fait, c'est le Code civil qui fixe les devoirs et les obligations de chacun des époux. Et c'est le régime primaire qui s'impose à tous les couples. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, un régime primaire qui s'impose à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial. L'exemple qu'on prend le plus souvent, c'est la vente de la résidence principale. Lorsque la vente de la résidence principale appartient à un seul des époux, il a besoin de l'accord de l'autre pour la vente. Donc à défaut de contrat, quand on se marie et qu'on ne fait pas de contrat, la loi prévoit pour nous et nous impose le régime de la communauté légale. Donc communauté. Communauté réduite aux acquets, en fait, c'est un patrimoine avec 3 composants. Chacun des époux a ses biens perso, et il y a après, au fur et à mesure de l'enrichissement de la communauté, un patrimoine commun. Donc, on se marie, dès le lendemain, le premier euro qui est gagné, que ce soit par l'un ou par l'autre, c'est un euro qui se divise en deux. Tout ce qu'on perçoit pendant le mariage, j'ai un studio à moi toute seule, pendant le mariage je le loue, les loyers ils tombent en communauté. Les loyers ne sont pas à moi toute seule, on les mutualise. Mon conjoint n'a jamais droit à la moitié de la donation de mes parents. Ça reste toujours à moi toute seule. Et ce qui est important, et là il y a très très peu de nos clients qui le savent, c'est que quand on vend un bien perso pour racheter un bien en commun avec son conjoint, il faut faire une déclaration d'origine des deniers pour dire voilà, j'ai vendu le studio que j'avais hérité de ma mère, je l'ai vendu tant, et ces 200 000 euros, ils ont permis d'acquérir 20% du nouvel appartement. Voilà. Et ça permet d'avoir une traçabilité des fonds et surtout de conserver la valeur réelle dans le patrimoine de celui qui a prêté l'argent à la communauté. C'est-à-dire que si les 200 000 euros du patrimoine du studio sont multipliés par 2 parce que l'appartement a été multiplié par 2 en valeur, eh bien le patrimoine propre aura non plus 200 000 mais 400 000 euros. Donc ça permet de protéger le conjoint par rapport à son patrimoine personnel. On passe à la séparation. Le principe, c'est que ce qui est à moi est à moi, et à compter du jour du mariage, ce qui est à moi reste à moi, sauf si on décide de faire les choses ensemble, d'acheter ensemble. Donc là, vous avez compris, c'est chacun des époux a son propre patrimoine et décide la volonté d'acheter ensemble ou pas, et ça c'est super important, je trouve. Alors, première chose, on vous disait tout à l'heure, le régime matrimonial n'a rien à voir avec les droits de succession, avec le règlement d'une succession. En séparation de biens, si je meurs, mon mari il hérite de moi, sauf si je le prive par testament. Donc c'est vraiment pas un problème de succession. Donc en apparence, la séparation de biens, c'est super simple, mais finalement, dès qu'on achète, c'est beaucoup moins simple. Mais c'est mieux que la communauté. Je voulais notamment parler des chefs d'entreprise, ou des commerçants, ou des époux en seconde noces. Dans tous ces cas-là, il n'y a même pas à réfléchir, c'est la séparation de biens, le bon régime matrimonial.
ça, il n'est pas redevable de l'IFI. Ah bah si, parce qu'on est marié, on n'est qu'un seul foyer fiscal, quand bien même on a 2 adresses. Je vous... En séparation de biens à l'époux propriétaire, en communauté aux deux. Ah bah, présomption d'indivision ou 2 à 2, présomption. Il faut le prévoir dans l'acte de donation. Dans l'acte de donation. Oui. Ouais. En fait, en séparation. Donc si un des époux fait de mauvaises affaires, il est redevable sur son patrimoine. Éventuellement, son conjoint peut être actionné en garantie s'il s'est porté caution des agissements de son conjoint. Mais a priori, il n'y a que le patrimoine de celui qui fait des bêtises qui est engagé. En communauté, le patrimoine de celui qui est engagé, qui a fait des bêtises, c'est à la fois les biens propres et 100% des biens communs. Donc il engage bien les biens une partie. propres de celui qui a fait des bêtises, Oui. mais pas les biens propres de celui qui n'a pas fait. Tout à Pas fait. les biens propres de l'époux. C'est clair. Merci. Le Code civil, il dit que quand on n'a que des enfants du même mariage, le survivant, quand on n'a rien fait, il a le choix entre 25% de tout en pleine propriété ou... L'usufruit de tous les biens du conjoint qui est décédé. Et quand on a des enfants d'autres mariages, on n'a pas du tout le choix. Le survivant, il a droit à 25% de tout. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Il n'a pas le droit à la jouissance des biens. Et la donation entre époux, il y a 3 quotités possibles, soit l'usufruit des biens du conjoint, soit la quotité en propriété, c'est-à-dire la fraction du patrimoine dont le conjoint a la maîtrise, qui varie entre 1/4 et 1/2 selon le nombre d'enfants. La quotité disponible. Voilà. Ou le quart en pleine propriété avec la jouissance, le droit d'usufruit sur le surplus. C'est la quotité qu'on dit 1/4. 1/4, 3/4, mélange des deux. Donc en fait, si on essaie de se remettre un petit peu dans le bain de l'ensemble des régimes matrimoniaux, en fonction d'un tel ou tel régime, la répartition du patrimoine va être différente. Et après seulement viennent les droits successoraux du conjoint. Donc dans un régime de séparation, quelque part on renforce les extrêmes. Celui qui gagne sa vie sera plus riche que celui qui gagne moins bien sa vie, ou celui qui a plus de patrimoine sera toujours plus riche que celui qui en avait moins. On ne résout pas cette équation. Alors qu'en communauté, on a tendance à diminuer les écarts de richesse. Un petit régime matrimonial à voir, qui est la communauté universelle. Ça, vous en avez peut-être entendu plus parler que la participation aux acquets. Donc, c'est le sur-mesure adapté au couple. On fait ce qu'on veut, on répartit comme on veut, on apporte ce qu'on veut. C'est un super outil de gestion du patrimoine du couple. Pour répartir, pour rééquilibrer, pour protéger. Parce que l'idée qu'on a de la communauté universelle, c'est tout ce qui est à moi est à toi. C'est un peu ça. On formate le régime matrimonial à l'entrée en y mettant ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'apporter tous ses biens, et on le formate à la sortie en répartissant comme on veut. Si le conjoint survivant doit recevoir 100% du patrimoine commun, et qu'on y a tout mis, on appelle ça une communauté universelle, avec attribution intégrale au conjoint survivant. Donc celui qui meurt, il est réputé ne rien avoir eu, donc pas de succession puisqu'il est à 0, et 100% pour le conjoint survivant. Donc c'est une hyper protection notariale. Là, on n'a qu'une seule succession avec 100% du patrimoine du couple. Et donc là, les enfants recueillent en une seule fois, avec une seule fois des abattements et tout de suite des tranches qui grimpent. Voilà. Mais ça, c'est l'attribution intégrale. C'est l'attribution intégrale. Autant la communauté universelle pour des petits patrimoines, c'est hyper pertinent, parce qu'en fait, quand on sait qu'il y a un appartement ou un pavillon et un peu d'argent, c'est très bien que le conjoint soit protégé. Dès qu'on est sur des patrimoines de plusieurs millions, ça n'a pas forcément de sens. Donc il y a d'autres solutions.
Si vous voulez pas, si vous voulez protéger le conjoint, mais pas forcément apporter tout au patrimoine, vous pouvez très bien laisser garder des biens perso. Et à ce moment-là, au premier décès, le bien perso constituera la succession. Donc on arrive à limiter la succession au premier décès pour limiter l'appauvrissement, et on transmet un bien. Par exemple, on peut très bien dire que le conjoint survivant conservera la résidence principale et tous les comptes, mais que la résidence secondaire fera partie de la première succession. Comme ça, on ne perd pas les abattements, on commence à transmettre en même temps, et fiscalement, c'est quand même super avantageux. Et on protège quand même le conjoint, parce qu'on lui laisse, par exemple, la pleine propriété de la résidence principale. Et ça, on le fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il fallait rester marié pendant 2 ans pour pouvoir faire un changement de régime matrimonial. Cette obligation d'être marié pendant 2 ans a été supprimée récemment. Et avant, on avait besoin tout le temps de l'accord du juge qui devait vérifier si le changement était opportun. C'est désormais supprimé. Si nos enfants sont majeurs, il suffit de faire l'acte chez le notaire. Le notaire notifie le changement de régime aux enfants. Et s'il n'y a pas d'opposition, 3 mois après, on a changé de régime. L'accord du juge n'est nécessaire désormais que lorsqu'un enfant est mineur ou lorsqu'un enfant s'oppose. Et j'ai eu 2 enfants qui se sont opposés et le juge a donné tort aux enfants et a validé le choix des parents. Et souvent, pour colmater le sujet de la fiscalité, puisqu'on disait tout à l'heure, il y a une seule fois les abattements et tout de suite les tranches, souvent on accompagne le changement de régime d'une donation aux enfants. Comme ça, là, on utilise une première fois les abattements qu'on ne peut plus utiliser au premier décès. Ça peut être modifié dans le cadre d'un nouveau changement de régime. Mais on ne peut pas dire si on reste marié 10 ans, tu auras droit à ça, si on reste marié 15 ans, tu auras droit à ça. Enfin, ça... Oui, un apport à communauté, c'est un changement de régime. En épurisme, on parle de modification du régime matrimonial si vous gardez le régime de communauté initial, mais ça revient au même. En fait, le vrai intérêt aussi de la communauté, c'est pouvoir isoler les biens. Quand vous êtes en communauté simple ou en indivision, parce que vous avez acheté plusieurs biens en séparation de biens, mais de manière indivise, en cas de décès, le conjoint il a sa moitié, plus un droit d'usufruit, par exemple, sur la moitié de son conjoint qui est décédé. Donc il n'est pas du tout autonome. La communauté, même sans être universelle avec attribution intégrale, elle permet une autonomie, puisque vous pouvez dire, bah, tiens, ce bien-là fera partie de la première succession, où on donne ce bien-là. En revanche, le conjoint garde 100% de tel ou tel bien. Et du coup, il conserve une part de maîtrise sur son patrimoine, et s'il a besoin de vendre, bah, il vend. Et en plus, fiscalement, c'est quand même intéressant de conserver la résidence principale pour le conjoint survivant, puisque c'est encore une des rares niches fiscales, puisque la vente de la résidence principale par le conjoint survivant sera exonérée de plus-value, alors que si les enfants ont eu la moitié en une propriété, ils risquent de payer une plus-value. On peut dire si tu survis, tu seras le chef, tu vas rester le chef du patrimoine. Donc tu pourras vendre ce bien-là. Pas toute seule. Ah, avec l'accord des enfants. Et ouais. Ah, oui. Ce qui est vraiment intéressant dans la maîtrise du régime matrimonial, c'est de pouvoir justement intervenir avant le règlement de la succession, avant le déclenchement de la succession, de manière à ce que le survivant ait vraiment... Voilà, on a mis, mais c'est pas très lisible à distance, mais une petite synthèse en fait des différents régimes matrimoniaux. La communauté, alors moi je l'appelle communauté conventionnelle, elle est universelle si on y met tout, et attribution intégrale si on attribue tout. Mais le principe, c'est une communauté conventionnelle, on fait du sur-mesure. Vous pouvez apporter tel ou tel bien, laisser telle société à l'extérieur d'une communauté. Alors, quelles étaient les 5 bonnes raisons pour refaire un contrat de mariage ?
la cohésion du couple, en fait. Ça paraît, c'est pas tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais c'est vrai que ça permet, avant le mariage, de se poser les questions d'argent, qui sont pas toujours faciles à résoudre au sein du couple, surtout avec des jeunes. Donc ça permet d'aborder ce sujet qui est un peu touchy de temps en temps. Prendre connaissance de la portée de ses engagements, c'est vrai surtout vis-à-vis des créanciers. Finalement, selon le régime matrimonial, le gage des créanciers n'est pas le même, donc ça compte. Ça permet de protéger son conjoint, effectivement. Notamment en cas de seconde noce, pour pas qu'on aille fouiller dans mes comptes à moi. Ça permet de se protéger aussi. Pour pas que mon mari récupère 50% de mon activité professionnelle. Et finalement, c'est quasiment cadeau, moins de 400 balles. Le changement de régime ou la modification, ça vous permet d'adapter le régime à vos besoins, ça vous permet d'aménager la répartition du patrimoine et d'organiser la transmission. Ça permet effectivement d'anticiper les conséquences d'une succession, la naissance d'une indivision, cas échéant. Et puis surtout, ça permet de limiter ce que j'appelle pudiquement la contrainte fiscale. Donc le testament est une arme redoutable, très très efficace, qu'on ne cesse de conseiller à nos clients. Et en plus, un gros avantage, ça ne fait pas mourir tout de suite. Il faut vraiment faire, et s'il y a encore un couple qui est vraiment concerné par le testament, c'est les partenaires pacsés. Un pax, ça aligne la fiscalité sur les couples mariés, donc pas de fiscalité pour le partenaire en cas de décès, mais pas de vocation successorale. Donc 0 sur 0, ça ne fait pas plus riche. Un pax sans testament, ça ne sert à rien. Donc si vous avez des enfants, des copains d'enfants qui sont pacsés, vérifiez avec eux qu'ils ont fait un testament, sinon ça ne sert à strictement rien. Alors le testament, juste parce que c'est aussi, même si c'est pas le régime matrimonial, c'est souvent quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Il faut en faire quand on n'a pas d'enfants, il faut en faire quand on a des enfants, quand ils sont mineurs, pour dire qui pourrait les garder si nous arrivait un truc à tous les deux ensemble. Il faut en faire pour priver son conjoint de tout droit dans notre succession ou pour l'avantager. Il y a vraiment, le testament c'est un bon basique. Hein. On peut même faire des testaments partage, comme des donations partage. Enfin, c'est un super outil, il n'est pas simple, mais c'est un super outil, c'est un indispensable à avoir quand on s'occupe. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure cette conférence. On vous remercie de votre présence, c'était un débat très intéressant. Merci et bonne soirée.